Alors, comment on fait pour renvoyer un roi? C'est une question qui a l'air un peu folle, non? Et pourtant, au milieu du 8e siècle, c'était la grande question qui agitait tout le royaume des Francs. Et la réponse? Eh bien, elle allait complètement redessiner la carte de l'Europe. Pour comprendre ça, il faut qu'on se plonge dans la chute d'une dynastie et bien sûr l'ascension d'une autre. Mais ce qui est encore plus important, c'est de regarder de plus près l'histoire qu'on nous a racontée. Une version des faits qui a été, disons, soigneusement arrangée par les gagnants. Pour saisir comment on a pu renvoyer ce roi, il faut d'abord écouter la version officielle, celle qui a traîné dans les livres d'histoire pendant des siècles. C'est le fameux mythe des derniers rois mérovingiens. Lui, c'est Childéric III. Son nom est devenu presque un synonyme de la fin d'une époque. Les chroniques, qui ont été écrites bien après son règne, le décrivent comme une sorte de fantôme, une marionnette qui n'avait aucun pouvoir réel, juste le titre. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a collé une étiquette sur ces rois pour que l'image reste, les fameux rois fainéants. Attention, ce n'est pas juste un surnom anodin, c'est un véritable outil de communication politique, une expression choisie pour justifier ce qui va se passer après. D'ailleurs, fainéant, ça vient de fait néant, celui qui ne fait rien. L'image est hyper puissante. Cette citation, elle vient du biographe de Charlemagne. C'est une preuve parfaite de la propagande carolingienne. Regardez bien les mots utilisés. C'est présenté comme une transition super ordonnée, presque administrative, avec la bénédiction du pape. Childéric n'est pas renversé, il est juste déposé, confiné. Pas un mot sur un coup d'État, non, c'est juste la suite logique des choses. Bon, maintenant on en vient à la question essentielle. Si le roi n'avait aucun pouvoir, qui l'avait alors? Et c'est là que l'histoire devient vraiment captivante. C'est la question clé pour piger le système politique de l'époque. Parce que le pouvoir, il n'avait pas disparu comme par magie. Il s'était juste déplacé. Et la réponse, c'est lui, le maire du palais. Au début, c'était juste un gestionnaire de la maison du roi. Mais petit à petit, la fonction a pris une ampleur incroyable. Le maire du palais est devenu le vrai boss du royaume. Il contrôlait l'armée, l'administration, bref, tout. Et le poste est même devenu héréditaire. Et il y a une famille qui a été particulièrement douée à ce jeu, les Pipininés, qui deviendront ensuite les Carolingiens. Pendant des générations, de Pépin de Landais à l'illustre Charles Martel, le vainqueur de Poitiers, ils ont patiemment construit leur pouvoir. Alors quand son fils, Pépin le Bref, arrive aux commandes, il est le maître absolu du royaume. Il ne lui manque qu'une seule chose, la couronne. Voyons maintenant comment Pépin a fait pour franchir cette dernière étape. Ce n'était pas du tout une improvisation, mais plutôt un coup de maître politique, orchestré à la perfection. Le timing est parfait. En 747, le frère de Pépin se retire de la vie politique pour devenir moine. D'un coup, Pépin se retrouve seul maître à bord. La voie est totalement libre. Il n'y a plus que ce roi sans pouvoir entre lui et le trône. Et voilà le plan, étape par étape. D'abord, il prépare les esprits, il fait comprendre aux nobles qu'un roi qui ne gouverne pas, ce n'est pas vraiment un roi. Ensuite, le coup de génie. Il va chercher une caution religieuse auprès du pape. Une fois qu'il a le feu vert du pape, il passe à l'action. On dépose Childéric, on lui rase les cheveux, un symbole très fort de perte de pouvoir à l'époque, et hop, au monastère. Et pour finir, Pépin se fait élire et sacré roi. C'était un plan sans accroc. Et voici la phrase magique. La réponse du pape. C'est un chef-d'œuvre de réalisme politique. Il ne dit pas « Pépin doit être roi ». Non, il dit en gros « Ce serait plus logique que celui qui a le pouvoir ait aussi le titre ». Cette phrase, c'est tout ce dont Pépin avait besoin pour transformer son pouvoir de fait en pouvoir légitime. Le changement de pouvoir est ensuite officialisé par une cérémonie hyper symbolique, le sacre. En se faisant oindre d'huile sainte, Pépin devient plus qu'un simple chef élu par les nobles, il devient l'élu de Dieu. C'est le début d'une nouvelle ère. La dynastie mérovingienne, qui avait régné pendant près de 300 ans, s'éteint, et la dynastie carolingienne naît. C'est une belle histoire, hein? Une transition propre, logique, presque inévitable. Mais et si ce n'était que la partie émergée de l'iceberg? C'est ce qu'on va voir maintenant. Cette histoire, elle est si bien ficelée qu'elle en devient presque suspecte, vous ne trouvez pas? Et c'est là que les historiens modernes entrent en jeu et posent la question qui fâche. Est-ce que c'était vraiment la fin logique d'une dynastie à bout de souffle ou l'une des opérations de com politique les plus réussies de tous les temps? Aujourd'hui, le point de vue des spécialistes a radicalement changé. Ils nous disent que ce mythe des rois fainéants, ce n'est pas une description objective de la réalité. C'est une construction, une histoire fabriquée de toutes pièces pour légitimer ce qui était en fin de compte un coup d'État. Voilà, on arrive vraiment au cœur du sujet. D'un côté, on a la version des Carolingiens, une passation de pouvoir toute propre, toute légitime. Et de l'autre, ce que les historiens nous disent aujourd'hui, en fait, c'était un coup d'État, un vrai, mais brillamment maquillé par une propagande super efficace. Parce que c'est ça la clé.
Les Carolingiens n'ont pas juste pris le trône, ils ont pris le contrôle de l'histoire elle-même. Et cette propagande, elle suivait un plan d'action très clair. L'idée, c'était de salir le passé pour justifier le présent. Il fallait faire passer les Mérovingiens pour des incapables pour que l'arrivée des Carolingiens au pouvoir semble non seulement juste, mais carrément indispensable. C'est un grand classique en politique et ça marche encore très bien aujourd'hui. Au final, la leçon à retenir de tout ça, elle dépasse largement le 8e siècle. Ça nous rappelle que l'histoire, c'est aussi un champ de bataille. Le vrai pouvoir, ce n'est pas seulement de diriger un pays, c'est aussi de contrôler le récit, de façonner la mémoire collective pour les générations à venir. Le pape Zacharie a dit, en somme, que le pouvoir fait le roi. Mais toute cette histoire de Childéric et de Pépin nous amène à une autre question, peut-être encore plus profonde. Est-ce que celui qui a le pouvoir est aussi, finalement, celui qui écrit l'histoire? Et ça, c'est une question qui est toujours aussi pertinente aujourd'hui.